Et notamment une musique et une danse qui expriment la dimension sacrée de la vie. Ce qui nous représente en tant que Congo, c'est cette manière particulière de danser avec le nombril, Kumba. C'est la danse qu'on pourrait appeler chez nous la danse de fécondation. C'est celle qui est en fait à l'origine de tout ce qui pousse, de tout ce qui grandit, c'est la mère. Le nombril, c'est la base même de la création. Dans cette danse ancestrale, les corps se jaugent, se parlent par ondulation. Un dialogue ponctué de rapprochements furtifs par le ventre. Cette chorégraphie, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu de séduction. Mais ça ne veut pas dire qu'on est déjà en couple. Donc on ne danse pas collé serré. On vient, on séduit, mais on garde la distance. Cette manière de danser qu'on retrouve aussi bien à Cuba, au Brésil, en Martinique, en Guadeloupe, est typiquement Congo. Ce n'est pas un hasard si la Nkumba a essaimé dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Dès la fin du XVe siècle, cette baie paradisiaque est le cœur d'une des premières routes de l'esclavage. Elle va voir passer près de 2 millions de captifs arrachés à leurs terres. De ce passé, il ne reste aucune trace, si ce n'est le témoignage silencieux de ces 3 vieux manguiers. Sur cette plaine, c'était un point d'ombre, ces 3 manguiers. C'était donc sous ces arbres-là que se mettaient les esclavagistes pour pouvoir en fait trier le lot qui partait sur les différents bateaux. Ils allaient donc à l'intérieur du pays faire des razzias dans les villages et c'est ici qu'on les ramenait pour pouvoir ensuite les déporter vers les Amériques. Cette violence qu'ils ont vécue a forgé un caractère aussi, qui est celui de dire bon, ben, nous sommes là tous ensemble, comment nous pouvons faire pour résister et pouvoir survivre. La route des caravanes passait par ce chemin bordé de manguiers, sorti, dit-on, des noyaux des fruits que glanaient les captifs sur la route pour survivre. Là, nous sommes sur la plage où les navires de négriers étaient stationnés au large, par où on transportait donc les Congos pour qu'ils partent avec toute leur âme, toute leur culture, toute leur philosophie vers l'Amérique latine. C'est le seul bagage qu'ils ont pu emporter avec eux. Dans l'exil forcé, la Nkumba va donner de la force à tout un peuple. Au fil des siècles, dans les plantations de canne à sucre cubaines, elle va s'ouvrir à d'autres sonorités, dont la guitare, instrument favori du colon espagnol, et les maracas, un instrument local. La Nkumba devient rumba. Et c'est sous cette forme qu'elle retraverse l'Atlantique dans les années 30. À cette époque, le royaume Congo a disparu, dépecé entre les puissances coloniales belges, françaises et portugaises. Kinshasa, capitale de ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, s'appelle encore Léopoldville. Les bords du fleuve sont le cœur d'un commerce fluvial florissant. Dans les bagages des marins, des disques de rumba cubaine. Pour la jeunesse congolaise, c'est un coup de foudre immédiat. En particulier dans le quartier de Matongé, le repère de la jeunesse urbaine du pays où fleurissent les disquaires. De cette effervescence ne subsiste plus qu'un seul vendeur de vinyle dans tout Kinshasa, point de rendez-vous de ces jeunes devenus des anciens, et notamment du musicien Jeannot Bombenga. Alors, toujours dans le business? Toujours là, grand. Ancien batelier sur le fleuve, Jeannot Bombenga a immédiatement reconnu quelque chose de familier parmi ses sonorités.
Est-ce que vous avez le disque où je suis avec Grand Calais et Dr Nico? On n'a que celui-là. Quand nous avons récupéré cette musique, nous l'avons transformée à notre tour pour la jouer. Les racines de cette musique se trouvent chez nous, dans les villages. Et c'est chez nous qu'elle est restée pour de bon. La rumba, pour les Congolais, c'est quelque chose d'immense. Dans cette euphorie créatrice, les musiciens congolais se réapproprient la rumba cubaine. Des centaines de titres sont édités par des labels locaux. Quand le pays devient indépendant en 1960, c'est tout naturellement un groupe de rumba qui écrit la bande-son de ce moment historique. Les futurs dirigeants du pays ont invité le groupe star African Jazz à leur côté à la table ronde de Bruxelles. Leur titre va devenir culte. Indépendant, tcha-tcha, États-Unis, comme ça. Mais la rumba, on danse ça comme ça. Indépendant, tcha-tcha, États-Unis, La rumba devient un incroyable outil de communication, comme le tam-tam dans les sociétés ancestrales. Grâce à la musique, tous les Congolais, même dans les villages les plus reculés, apprennent que les colons belges sont partis. Dans Léopoldville, qui deviendra bientôt Kinshasa, Jeannot Bombenga fait danser la jeunesse euphorique dans les clubs les plus mythiques de la ville, comme le Vis-à-Vis. Chaque orchestre avait le droit à 2 chansons à tour de rôle. Avec Grand Calais et Franco, on se retrouvait tous ici. Et toutes les belles femmes de l'époque aussi venaient là. C'était un endroit mythique. Son nom était connu dans le Congo tout entier, car on parlait du vis-à-vis dans nos chansons. C'est pourquoi, quand j'interprète aujourd'hui les chansons de l'époque, les gens pleurent car ils sont nostalgiques. En 1965, Mobutu prend le pouvoir. Une fois encore, la rumba va aider le dictateur à écrire sa partition politique. C'est sur cette colline qu'il choisit d'installer sa résidence, un peu à l'écart du centre-ville. Dans les jardins, rouillent aujourd'hui les statues de l'explorateur Stanley et du roi Léopold II, symbole de la colonisation dont on ne sait plus que faire. C'est aussi ici que Mobutu recevait ses invités de marque pour des concerts. Cet endroit, c'était un endroit de prestige à l'époque de Mobutu. Mais à l'époque, il y avait de marbre. Par exemple, ici, il y avait de projecteurs, il y avait une lumière qui flottait sur le public. À un moment, l'endroit a été abandonné. En ces années 70, c'est dans tout le pays que les groupes de rumba sont mobilisés pour chanter les louanges du chef. Dans chaque province du Congo, il y avait un groupe d'animation politique. Donc c'est là, l'arrivée de Mobutu, c'était la fête. Donc dès que Mobutu met ses pieds dans votre province, c'est la fête. C'est la rumba qui prime. Ils n'étaient pas obligés, mais c'était le système. Il fallait chanter aussi quand même le chef, pour lui faire plaisir. La rumba devient un moyen de glorifier l'identité africaine au service de la politique nationaliste du dictateur. Elle se transforme en ferment d'une identité nationale dans un Congo devenu Zaïre. Nous avons 450 peuples. Sur 450 peuples, nous avons 253 dialectes. Alors tout ça, on ne peut pas, dans chaque province, chanter de sa manière. Non. Tout ça s'est incorporé à une seule danse, à un seul rythme, la rumba. Donc la rumba, pour moi, c'est la colonne vertébrale de la musique congolaise. Cette musique, symbole de l'unité du pays, va devenir celle de toute l'Afrique. Alors que dans les années 80, la dictature fantasque de Mobutu fait sombrer le pays dans le chaos, un jeune chanteur prend le pouvoir musical pour faire rayonner la culture Congo dans le monde. Un ambassadeur à la popularité si immense qu'il a créé un petit royaume dans le quartier de Matongé. Dans ce village molokai de quelques avenues, il n'y a qu'un seul chef, Papa Wemba. Ça, c'est le cours du roi. Le roi s'assoyait ici avec ses notables. Hein. Donc, les répétitions de Viva la Musica, ça passait ici. Ici, il y avait des paillotes en paille, vraiment comme un village. Hein. Ah, mais oui, c'est un roi, c'est un grand chef. Comme les autres,
Papa Wemba aime chanter l'amour. Mais pour rester populaire, la rumba doit aussi coller à l'air du temps pour plaire à une population excédée par les difficultés de la vie. À l'époque de Mobutu, c'était pas aussi facile. Parce que c'était difficile de chanter contre le pouvoir parce que vous n'avez pas de droits. Mais il y a eu quand même quelques musiciens qui essayaient de critiquer un peu le pouvoir, hein, de leur manière. Mais c'était difficile. Dans un pays à l'économie effondrée, chanter la dureté de la vie quotidienne est déjà un message. Depuis, la rumba a continué sa mue. À la nuit tombée, on entend dans les rues de Kinshasa du soukous ou du ndombolo. Des déclinaisons modernes qui épousent l'époque. Mais chaque pas de danse, chaque note de musique fait toujours écho aux racines du peuple Congo. Allez, on quitte le Couleur Café de Kinshasa pour participer à un autre genre de spectacle, à Rome. Mais alors vraiment très différent. On va assister au Capitole à un rassemblement qui a bien failli changer la face d'un homme, mais aussi celle du monde. C'est l'incontournable. Si un quartier de Rome devait résumer à lui seul le lieu commun de ville-musée, ce serait bien celui du Capitole. La Piazza del Campidoglio, l'une des plus belles places de la ville, conçue au XVIe siècle par Michel-Ange, se trouve au sommet de l'une des 7 collines légendaires de Rome, celle du Capitole. D'ici, on a une vue imprenable sur la Via dei Fori Imperiali et les ruines de l'Antiquité. Le grandiose escalier monte jusqu'à la place, sous le regard sévère de la louve qui nourrit ses petits, à l'origine de la fondation de la ville. De la naissance de Rome jusqu'à sa chute près de 1000 ans plus tard, le Capitole a symbolisé l'épicentre de la puissance de Rome. Incontournable Capitole qui cache une toute autre histoire. Celle d'un événement qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. L'historienne italienne Simona Colarizzi nous raconte le déroulement de ces événements. En 1926, un congrès de médecine très important s'est tenu ici. La présence du chef du gouvernement, Benito Mussolini, était prévue. Partout où allait Mussolini, arrivaient les foules de fascistes pour l'applaudir. Violette Gibson était cachée dans cette foule, un pistolet à la main, et elle attendait la sortie de Mussolini. Violette Gibson, une aristocrate irlandaise de 50 ans, est à Rome depuis 1 an et demi. Elle est fragile psychologiquement et passe ses journées avec les sœurs d'un couvent, surveillée par une dame de compagnie. Violette est une fervente catholique et se persuade de la nécessité d'un sacrifice. Elle tente de se suicider pour Dieu, mais échoue de peu. Violette Gibson avait déjà eu quelques épisodes de violence dans sa jeunesse. Elle était, disons, déséquilibrée mentalement. Et elle avait déjà fait plusieurs séjours dans des